L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Benjamin Stora. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes historien, professeur à Paris 13 et à l'INALCO, connu pour vos travaux sur la guerre d'Algérie et plus largement sur la colonisation. Un mot pour commencer, si vous le voulez bien, des résultats du référendum sur l'indépendance en Nouvelle-Calédonie. Le non l'a emporté. Comment vous les comprenez-vous, ces résultats ? C'est la surprise d'abord sur la forte poussée indépendantiste quand même, 43%, 56% quand même pour le refus de se séparer avec la France, c'est évident. Moi je pense que le gros problème c'est la cristallisation des positions de chacun des camps. C'est-à-dire que les positions risquent de ne pas bouger, qu'il n'y ait pas de circulation, de possibilité de dialogue. Ça c'est un danger possible, dans la mesure où le camp indépendantiste peut se sentir renforcé par ce vote et à partir de là exiger davantage et peser davantage pour la tenue d'un autre référendum que les loyalistes bien sûr vont refuser en s'appuyant sur le non, sur les 56% du non-référendum. Voilà, je crois qu'il faut essayer de trouver les passerelles, les circulations possibles du dialogue à travers des projets communs, de ce qu'on pourrait appeler ici en France le vivre ensemble. C'est-à-dire de faire en sorte que toute une série de projets, de vie quotidienne, de vie culturelle, de vie économique soient mis en œuvre pour que les Kanaks soient associés le plus possible. Sinon, eh bien, ils vont s'appuyer sur leur position d'aujourd'hui, qui est celle du maintien du mot d'ordre de l'indépendance. Pourtant, on a loué la bonne façon dont s'est déroulé le vote. C'est vrai que les choses se sont bien passées. Ça ne va pas permettre une relation plus apaisée avec la métropole. Vous savez, la politique, c'est aussi l'expression d'un rapport de force. Ce rapport de force, pour l'instant, on avait du mal à le mesurer. On savait naturellement que les partisans de l'indépendance étaient très actifs. Mais là, on a la mesure exacte maintenant, c'est-à-dire 43%. 43% avec un taux de participation extrêmement élevé. Ça signifie qu'on a un risque de bloc indépendantiste suffisamment soudé maintenant pour pouvoir peser dans les négociations à venir. Pour parler d'un autre sujet, Benjamin Stora, l'Algérie a été colonisée une vingtaine d'années avant la Nouvelle-Calédonie. Oui. C'était à partir de 1830. Est-ce qu'entre la France et l'Algérie, cette mémoire est en train de s'apaiser ? Ce sera très difficile parce que vous savez, 132 ans de colonisation ne peuvent pas s'effacer d'un trait. Donc les efforts de réconciliation mémorielle doivent être incessants en fait, permanents pourrait-on dire. Ils ont été entrepris par un certain nombre de présidents de la République, en particulier à partir du moment où Jacques Chirac, par exemple, est arrivé au pouvoir, François Hollande. Plus récemment, bien sûr, on aura peut-être l'occasion d'y revenir avec Emmanuel Macron. Donc il y a eu sans cesse des gestes, il y a eu sans cesse, disons, des tentatives, des possibilités de dialogue. On l'a vu notamment avec le geste qu'a fait le président de la République sur Maurice Audin, qui a été un geste spectaculaire pour la reconnaissance, disons, de arrestation, séquestration, torture et assassinat de Maurice Audin. Ça a été naturellement très regardé outre-Méditerranée, en Algérie bien sûr. Ça c'est extrêmement important, mais il y a aussi d'autres gestes, d'autres possibilités à faire. Je pense en particulier par exemple à des leaders algériens qui ont été enlevés, assassinés, Larbi Ben Mehdi ou Boubengel, qui sont des héros en Algérie, des grandes figures algériennes, et qui ont été assassinés en même temps que Maurice Audin. Donc il y a aussi des revendications de réciprocité dans les reconnaissances qui doivent être prises. Mais néanmoins, je tiens à dire quand même qu'il y a des choses qui ont été faites. Nous sortons progressivement de l'occultation, par exemple, jusqu'aux années 90-2000, des travaux d'historiens, des programmes scolaires, des livres, des films qui ont été diffusés notamment sur les télévisions publiques françaises et algériennes, ont fait avancer de manière considérable la connaissance que nous avons de cette période. En quoi Emmanuel Macron, dont on se rappelle que pendant la campagne pour la présidentielle, il avait qualifié la colonisation d'Algérie de crime contre l'humanité, en quoi pourrait-il, lui, être le président qui permettrait, je crois que c'est un mot que vous employez souvent, de se désengluer de cette mémoire compliquée ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que, ça a été dit souvent, il n'appartient pas à la génération qui a fait la guerre d'Algérie, bien sûr, mais qui n'est pas née non plus en Algérie, donc il n'a pas ce rapport, j'allais presque dire, physique, mémoriel avec cette histoire algérienne. Ça, je crois que c'est un élément important. Mais surtout, effectivement, il est beaucoup plus décomplexé par rapport à cette histoire. Parce que, attention, les problèmes de transmission mémorielle s'effectuent toujours, y compris dans les passages de génération. Pardon, surtout lorsqu'il y a traumatisme. Le temps qui passe n'efface rien. Oui, non seulement il n'efface rien, mais quelquefois il renforce des identités mémorielles qui se figent et qui entrent en guerre des mémoires. Le danger est toujours là. C'est-à-dire que les non-transmissions, le fait de ne pas reconnaître ce qui s'est passé, les dénis, visent non pas
à écarter, à dissimuler, mais au contraire à renforcer des identités par des accusations qui virent très souvent au complotisme, etc. Et c'est justement parce qu'il y a ce saut générationnel que c'est maintenant qu'il y a quelque chose à faire? Il y a quelque chose à faire, effectivement. 60 ans après les indépendances, il y a des discussions qui sont engagées quand même sur ces réconciliations mémorielles. Mais il y a de part et d'autre de la Méditerranée des groupes, naturellement, de pression qui vivent de cette rente mémorielle, qui entretiennent, disons, cette rente mémorielle parce qu'elles fabriquent leur identité politique et que la question algérienne, en France comme en Algérie, continue d'être un marqueur essentiel du point de vue des identités politiques respectives de part et d'autre de la Méditerranée. Emmanuel Macron promet un geste fort pour les harkis au mois de décembre. On en a déjà, il y a eu quelques éléments déjà donnés. Quelle forme ce geste devrait et pourrait prendre? Vous savez, la question des harkis, c'est bien sûr des questions matérielles, financières ou autres, mais c'est surtout des questions à la fois qui tiennent au respect, à la dignité, la reconnaissance de leur histoire. On le sait, l'abandon d'une partie des harkis, notamment dans l'été 62, a conduit à des massacres absolument épouvantables. Mais il y a surtout aussi le problème de la circulation d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Un certain nombre d'associations ici en France réclament la possibilité de ce passage libre d'une rive à l'autre. C'est une discussion, je pense, qui pourra être menée sur cette question particulière. À propos d'Emmanuel Macron, Benjamin Stora, que pensez-vous, vous l'historien, de ces propos qui ont fait beaucoup réagir avant le week-end? Emmanuel Macron qui évoquait la crise dans laquelle nous serions, qui serait comparable à celle vécue en France et en Europe dans les années 30. Alors je sais qu'il y a des historiens qui ne sont pas d'accord parce que les histoires ne se répètent pas, c'est pas la même chose. À l'époque, il y avait les empires, ils n'existent plus, etc., etc. Tout ça, je connais, bien entendu. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est le sens qu'on donne dans les comparaisons historiques. Or, le sens, pour moi, est inquiétant. La montée des nationalismes, le culte du chef politique, la haine des médias, la montée des nationalismes au sens de fermeture des frontières, le rejet des migrants, le rejet de l'étranger, c'est quand même, disons, des choses qu'on a vues dans les années 30. Alors moi, je veux bien que les situations économiques ne soient plus les mêmes sur le plan idéologique ou autre, mais c'est le sens historique que le président de la République a voulu indiquer. Et ce sens historique, quand même, il est celui non seulement des nationalismes, mais aussi, osons le mot, du fascisme en Europe. Parce qu'on ne dit plus fascisme maintenant, c'est plus du tout à la mode, on dit populisme, on dit je ne sais pas quoi. Mais osons le mot, parce que lorsque vous avez effectivement des programmes qui visent à museler la presse, à s'attaquer aux libertés démocratiques, à refuser les étrangers, à faire monter les haines et les peurs et à construire des murs, qu'est-ce que c'est? Vous pensez à quel pays? Qu'est-ce que c'est? Beaucoup de pays. Beaucoup de pays. La Hongrie? Il y a beaucoup de pays qui, directement, désignent la presse, désignent la justice, désignent les autorités de l'État, désignent les élites et les intellectuels. Désigne, bref, la complexité démocratique, en un mot. Je veux dire, il faut ne pas avoir peur des mots. On a, disons, ce refus et cette peur du débat démocratique qui existe aujourd'hui dans un certain nombre de pays d'Europe, en désignant à chaque fois le responsable qui est le bouc émissaire facile, l'étranger. Donc oui, c'est un très gros problème, pas simplement en Europe, mais vous savez, ce qui s'est passé au Brésil est très grave aussi. C'est un immense pays d'Amérique latine, et il y a là aussi des motifs, des sujets d'inquiétude, ne parlons pas bien sûr des États-Unis. Vous qui êtes à la tête du Musée national de l'histoire de l'immigration à Paris, justement à propos de ces questions, comment notre histoire coloniale éclaire notre rapport actuel à l'immigration? Elle éclaire parce que c'est sur elle que se concentrent aujourd'hui les préjugés, les stéréotypes, les fantasmes, les refus, les exclusions. C'est sur les immigrations postcoloniales, bien sûr. On parle beaucoup moins des immigrations européennes, polonaises, italiennes, portugaises ou espagnoles. C'est surtout sur les immigrations postcoloniales que viennent se focaliser les angoisses et les peurs qui existent. Mais c'est la conséquence de cette mémoire non apaisée dont vous parliez. Il y a effectivement des passerelles, disons, qui existent entre cette mémoire non apaisée et ces angoisses, ces peurs et ces refus. Alors il faut lever effectivement cela par le travail pédagogique, ce que fait le Musée national de l'histoire de l'immigration que je préside maintenant depuis 5 ans. C'est d'organiser des débats citoyens, d'éclairer les enjeux contemporains au niveau de la recherche historique, bien sûr, mais aussi des batailles démocratiques. Parce que l'histoire, c'est une affaire de bataille démocratique, de bataille citoyenne. On le voit à travers, par exemple, la Première Guerre mondiale. Le fait qu'on commémore toujours, c'est pour essayer d'empêcher les guerres, précisément, les haines et les nationalismes. C'est cela. Ça ne marche pas.
Mais il faut mener ce... Bien sûr, je comprends très bien votre question, bien sûr que l'histoire revient sans cesse. Eh bien, sans cesse, le combat démocratique citoyen et des historiens aussi, c'est celui sans cesse de rappeler, de se souvenir, de combattre pour éviter que ces choses-là ne reviennent. Pour revenir à l'Algérie, Benjamin Stora, le président algérien au pouvoir depuis 20 ans, Abdelaziz Bouteflika, est candidat à un 5e mandat. Ça vous inspire quoi? Moi, je ne sais pas quoi dire. D'abord, je ne suis pas au courant exactement, je ne suis pas dans le secret, les arcanes, disons, du pouvoir. Il fait dire, car il ne peut pas dire. Exactement. Pour l'instant, il ne l'a pas lui-même encore déclaré. Mais il n'a pas parlé en public depuis 2014. Oui, depuis son accident cardiovasculaire, je crois. Il y a des porte-paroles venant de différents partis politiques qui le soutiennent, qui aimeraient bien que ce 5e mandat aboutisse. Mais le fait c'est que si on parle beaucoup comme ça du 5e mandat, c'est que visiblement, ceux qui exercent le pouvoir aujourd'hui en Algérie ne se sont toujours pas mis d'accord, en fait, sur une succession possible d'Abdelaziz Bouteflika. Voilà. Mais il n'y a que lui aujourd'hui en Algérie? Non, je pense qu'il y a d'autres gens, il y a d'autres personnalités politiques, et puis aussi des entrepreneurs en Algérie. Il y a des gens qui ont fabriqué des tas de choses en Algérie, qui existent. Il y a aussi des intellectuels, bien sûr. Beaucoup ont quitté l'Algérie. Beaucoup ont quitté l'Algérie. Beaucoup d'intellectuels algériens, ils sont peu nombreux aujourd'hui à être en Algérie, à pouvoir reprendre le flambeau. Peu nombreux, non. Il y a quand même des universités qui fonctionnent, des hôpitaux, etc. Mais c'est vrai qu'il y a eu des milliers de personnes, notamment appartenant à ce qu'on pourrait appeler l'élite, à la fois intellectuelle, les médecins notamment, on le sait, qui ont quitté l'Algérie. Mais il y a quand même des gens qui continuent sur place à espérer et à se battre pour des issues démocratiques dans ce pays, sous l'angle de la pluralité politique, c'est-à-dire maintenir la bataille. Et dans l'histoire, d'ailleurs, le combat autour des héritages historiques se mène sur les questions de pluralité démocratique. Dans quelle mesure l'histoire algérienne, les terribles années 90, empêche véritablement de passer à autre chose, de peut-être se séparer de Bouteflika? Là, vous parlez de l'Algérie, bien entendu. Vous savez, l'Algérie a connu 2 guerres successives. C'est-à-dire la guerre d'Algérie, on le sait, puis ensuite les événements tragiques des années 90 avec des dizaines de milliers de morts. Ça veut dire 2 traumatismes en l'espace de quelques générations. C'est très difficile pour une société de pouvoir à la fois faire le travail de deuil sur une première guerre pour arriver directement sur une seconde et essayer de faire le travail de deuil. Un double travail de deuil qu'il faut accomplir dans une seule société. C'est un défi redoutable, très très difficile et dangereux aussi, puisque c'est sur la base de ce non-travail de mémoire que naturellement montent les mémoires identitaires très figées, sclérosées bien sûr, et qui s'affirment de plus en plus dans l'espace public en Algérie. Vous avez quitté l'Algérie, vous aviez 12 ans, vous qui êtes né à Constantine. Si vous deviez trouver un mot pour qualifier votre rapport à ce pays personnel? C'est un rapport passionnel, quasiment physique, bien sûr, parce que le pays dans lequel je suis né, j'ai grandi, et puis en vieillissant, vous savez, on se rapproche de plus en plus de l'enfance, et donc de ce qu'ont pu être les rapports aussi à sa famille, à ses parents, et c'est une mémoire familiale aussi qui est très très forte. Merci beaucoup Benjamin Stora d'être venu ce matin